Alors bonjour à tous, on va commencer donc un nouveau chapitre aujourd'hui et qui concerne les niveaux sonores acoustiques. C'est une partie du cours d'acoustique sur laquelle vous êtes peut-être le plus familier, puisque vous avez peut-être tous entendu parler de niveaux acoustiques, de sources sonores qui rayonnaient à une certaine quantité de décibels. Donc ça vous parlera peut-être plus que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors néanmoins, il ne faut pas résumer le cours d'acoustique au niveau sonore acoustique, puisque c'est juste une petite partie du cours, comme on va le voir, puisque ça va durer deux séances, voire une séance et demie seulement. Et il y a plein d'autres aspects, évidemment, qui sont abordés au cours des différents chapitres. Alors, euh, donc les niveaux sonores acoustiques, d'abord je vais essayer de donner un intérêt à ça, c'est-à-dire pourquoi on ne parle pas en pascal finalement, c'est-à-dire en pression acoustique, quand on manipule des quantités acoustiques, pourquoi on manipule plutôt des niveaux sonores. Donc je vais essayer de donner une raison à tout ça. Ça va me permettre de définir trois niveaux sonores, le niveau de pression, le niveau d'intensité et le niveau de puissance. Et après, on arrivera à mettre en place des relations entre ces niveaux sonores. Et vous apprendrez à additionner des niveaux, soit en utilisant des formules, soit en utilisant un graphique. Et puis, on terminera la séance par quelques applications. Et la prochaine fois, on traitera le cas de la sensibilité, c'est-à-dire quelle est l'influence finalement d'avoir une oreille, d'avoir un appareil auditif tel qu'on l'a sur le son que l'on perçoit et qui est analysé par le cerveau. Donc ça nous ramènera, ça introduira la notion de pondération. Alors, pourquoi on manipule des niveaux sonores? Tout d'abord, si on regarde des sources acoustiques plus ou moins habituelles, le cas de la montre, par exemple, si vous en avez une, la voix humaine, ce que vous pouvez entendre en ce moment, le groupe musical, un avion, et puis, alors beaucoup plus rare pour nous tous, une fusée. Là, dans ce tableau, vous avez l'ordre de grandeur des puissances acoustiques qui caractérisent chacune de ces sources. On voit que la montre a une puissance acoustique très faible, de l'ordre du microwatt. Ça veut dire que quand on a une montre, comme celle-ci, finalement, pour entendre l'aiguille qui se déplace, on est vraiment obligé de tendre l'oreille et coller quasiment l'oreille sur la montre pour qu'on puisse percevoir quelque chose. Si on va vers quelque chose encore plus courant qui est la voix humaine, on a une puissance qui est 1000 fois plus élevée, de l'ordre du milliwatt. On n'a pas besoin du coup de tendre l'oreille. Quand on parle normalement, on n'a pas d'effort à la fois dans la production sonore, mais aussi au niveau de l'audition. Vous avez aussi écouté de la musique probablement, donc les groupes musicaux sont caractérisés par des puissances acoustiques de l'ordre du watt. L'avion de l'ordre du kilowatt et la fusée, vous voyez, de l'ordre du mégawatt. Ce qui veut dire que ces quelques exemples, on voit que finalement, on passe de 10-12 watts, de 10-6 watts à 10 puissance 6 watts. Donc on a un rapport 10 puissance 12 finalement, donc on a 12 ordres de grandeur comme ça entre la montre et puis la fusée. Donc ça veut dire que dès lors qu'on va vouloir caractériser des bruits, on risque de manipuler des bruits qui sont très élevés, avec des chiffres très grands par rapport à d'autres. Donc c'est-à-dire qu'une échelle linéaire, clairement ici, n'est pas adaptée. Donc voilà l'objectif finalement du niveau sonore, puisqu'on va utiliser une échelle logarithmique. L'échelle logarithmique, comme vous allez pouvoir le voir, va permettre de rassembler toutes ces échelles à travers des nombres qui sont très proches les uns des autres. Et puis, heureux hasard, l'oreille, elle, est sensible au logarithmique aussi. L'oreille est sensible au logarithme. Ça veut dire que quand vous multipliez par 2 une pression acoustique, c'est-à-dire que vous passez de 0,1 pascal à 0,2 pascal, par exemple, que vous passiez de 1 pascal à 2 pascal, vous allez avoir la même sensation sonore. C'est-à-dire que vous aurez l'impression, par exemple, pour prendre un autre cas, que le bruit aura été doublé.
Alors que quand vous partez de 0,1 pascal et vous lui ajoutez 0,1 pascal, vous n'aurez pas la même sensation sonore que si vous partez de 1 pascal et vous lui ajoutez toujours 0,1 pascal. Là, vous n'aurez pas du tout la même sensation. Et donc, pour ces deux raisons-là, la manipulation de nombres ayant des ordres de grandeur complètement différents et puis l'appareil auditif, et bien finalement, utiliser des logarithmes, ça paraît être adapté. Alors, on va définir quelques niveaux et ça nous permettra ensuite de manipuler ces niveaux et de voir qu'on a des liens possibles entre ces différents niveaux sonores. Donc, une onde, c'est de l'énergie, mais c'est une pression acoustique. C'est une pression acoustique qui se diffuse comme ça dans l'espace. On a vu que ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas la pression telle qu'elle, la pression instantanée, mais la pression efficace. Et de ce fait, quand on va définir un niveau de pression, on va utiliser cette pression efficace. Donc la définition d'une pression, d'un niveau de pression acoustique, qu'on va noter LP, L comme level en anglais, et P pour rappeler qu'il s'agit du niveau de pression, c'est 10 fois le logarithme de base 10 de la pression efficace au carré divisé par une pression de référence au carré aussi. Donc quand on regarde les propriétés du logarithme, on peut réécrire cette expression comme étant 20 fois le log du rapport de la pression efficace sur la pression de référence. On peut utiliser l'une ou l'autre des relations, il n'y a pas de préférence. Alors, quelle est cette pression de référence? La pression de référence correspond au seuil d'audition à 1 kHz. Ça veut dire que si vous émettez un bruit avec une fréquence de 1 kHz, il faudra que ce bruit soit caractérisé par une pression acoustique de 10 puissance moins 5 pascal. Et il va falloir que cette pression soit au-delà finalement de cette pression des références pour que l'on puisse entendre quelque chose. Autrement dit, si vous générez à 1 kHz un bruit qui a une pression inférieure à 2 10 puissance moins 5 pascal, vous n'allez rien entendre. Donc ça correspond à un seuil d'audition. Donc la formulation ici du niveau de pression, vous n'avez pas à la prendre par cœur. Par contre, vous devez être capable de manipuler cette expression. Chose qu'on fera plus tard, vous allez le voir durant le cours. On va définir ensuite un niveau d'intensité, puisqu'on a vu que quand on avait une source qui rayonnait un bruit, une onde acoustique, on pouvait caractériser une intensité acoustique. On l'a vu dans le cadre de l'onde plane, mais aussi dans le cadre de l'onde sphérique. Donc on va pouvoir définir aussi un niveau d'intensité acoustique qui va être défini comme étant 10 fois le log de l'intensité moyenne divisé par une intensité de référence. Cette intensité de référence étant égale à 10-12 watts par mètre carré et qui correspond en fait aussi au seuil d'audition à 1 kHz. On a la même notation pour le niveau d'intensité, on la note L avec un indice I pour rappeler qu'il s'agit d'une intensité. Le troisième niveau qui va nous intéresser, c'est le niveau de puissance acoustique. Donc là, on reprend la même formulation, ça va être 10 fois le log de oméga bar, c'est-à-dire qu'on prend une puissance moyenne, divisé par une puissance de référence qui vaut 10-12 watts. Donc, comme pour la première formulation, les formulations du niveau d'intensité acoustique et de puissance, vous n'avez pas à les apprendre par cœur, les données de référence non plus. Par contre, vous devez être capable de les manipuler comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, vous avez un tracé avec, dans les abscisses, au niveau des abscisses des fréquences et au niveau des ordonnées des niveaux. Les niveaux sonores, dès lors qu'ils sont formulés par les trois formules qu'on a vues avant, sont exprimés en décibels. Donc vous avez 0 décibel qui correspond en fait au seuil d'audibilité à peu près à 1 kHz et 120 décibels qui correspond au seuil de la douleur. Vous avez différents tracés. Vous avez tout d'abord, en fait ces tracés représentent des mesures. On voit pour la partie haute un seuil de sensation de douleur comme je l'ai évoqué. Alors vous notez que ça ne correspond pas exactement à 120 décibels, ça dépend de la fréquence. C'est-à-dire qu'il y a des fréquences, on voit vers 1 kHz, 2 kHz, pour laquelle un niveau sonore plus faible va créer déjà une douleur. Alors que quand on va vers des fréquences plus élevées, vers 8 kHz ou 16 kHz, on voit que là, il faut atteindre des niveaux sonores plus élevés pour qu'on ait une sensation de douleur. Et puis enfin, sur le bas, vous avez le seuil d'audibilité, c'est-à-dire que c'est le niveau sonore qu'il faut dépasser
pour que l'oreille entende quelque chose. Donc on est bien de l'ordre de 0 décibel à peu près sur 1 kHz, d'après les définitions qu'on a données du niveau sonore, de pression. Et l'on voit que pour des fréquences plus faibles, on est obligé d'avoir un son qui soit plus élevé en niveau sonore pour que l'oreille entende quelque chose. Autrement dit, quand on regarde ce graphique et quand on regarde ce qu'on a en basse fréquence, on note finalement qu'on entend moins bien en basse fréquence. C'est-à-dire que ça, c'est lié finalement à la physiologie de l'oreille et qui fait que notre capteur auditif n'est pas capable d'entendre des basses fréquences. Quand on regarde maintenant les hautes fréquences, on a le même phénomène. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller, encore une fois, vers des niveaux sonores assez élevés, enfin assez élevés, plus élevés en tout cas, que ceux rencontrés pour 1 kHz, 2 kHz, pour que l'on puisse entendre des hautes fréquences. Avec l'âge d'ailleurs, il s'avère que cette pente augmente, c'est-à-dire que les niveaux sonores doivent être encore plus élevés en haute fréquence pour qu'on entende quelque chose. Alors maintenant, on va voir des relations entre des niveaux sonores. Alors tout d'abord, on va regarder le lien qu'il y a entre le niveau de pression et le niveau d'intensité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien entre LP et LI? Alors, si on reprend la définition du niveau sonore exprimé avec l'intensité, c'est 10 fois le log de l'intensité moyenne divisé par une intensité de référence qui vaut 10-12 watts par mètre carré. Alors, on a l'expression, du coup, on a l'expression de niveau d'intensité. Quand on a une onde ici qui est générée par une source, si on se place dans le cadre d'une onde sphérique, on a vu ici, on a vu la dernière fois que l'intensité, le vecteur intensité, qui était purement radial, donc je peux lui rajouter un vecteur vu que c'est la seule composante, était lié à la pression efficace. On a vu que I, l'intensité moyenne, c'était égal à la pression efficace au carré divisé par ρ0 fois C. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois dans le cadre des ondes planes et dans le cadre aussi des ondes sphériques. Donc on va pouvoir remplacer cette intensité dans le logarithme par l'expression de la pression efficace. Donc ça me donne 10 fois le log de la pression efficace au carré divisé par ρ0 fois C fois l'intensité de référence. Si on se rappelle l'expression du niveau de pression, c'est 10 fois le log de la pression efficace au carré. C'est-à-dire qu'il nous manque au dénominateur la pression de référence élevée au carré pour pouvoir exprimer le niveau de pression. Donc on va réarranger cette expression pour pouvoir faire apparaître justement le niveau de pression. Donc on réécrit 10 fois le log de la pression efficace au carré divisé par la pression de référence au carré aussi. Je ferme la parenthèse et je vais rajouter un autre terme, puisque log de A fois B, c'est log de A plus log de B. Du coup, je vais pouvoir écrire l'autre expression qui fait du coup intervenir la pression de référence au carré, puisque j'ai divisé par la pression de référence au carré. Je dois multiplier ensuite par cette même quantité et diviser par ρ0 fois C fois l'intensité de référence. Voilà, là c'est notre expression qui a été réarrangée et pour faire apparaître le niveau de pression ici, sachant que cette quantité-là, c'est 2 fois 10 puissance moins 5 LV au carré. Idref, c'est 10 moins 12 watts par mètre carré. La masse volumique de l'air, c'est 1,2 kg par mètre cube. Et la célérité vaut 343 mètres par seconde. Donc là, j'ai repris les valeurs qui sont données à 0 degré Celsius. Et quand on fait le calcul de 10 fois le log de la quantité qui vient d'être
donné ici, on trouve moins 0,16 dB. Donc moins 0,16. On verra plus tard qu'il faut que deux bruits soient séparés de 1 décibel pour que l'oreille puisse comprendre qu'il y a deux niveaux sonores différents. C'est-à-dire qu'en dessous, finalement, en dessous de 1 décibel, l'oreille n'est pas capable de percevoir qu'il y a une différence de niveau sonore entre deux sources. Ce qui veut dire que ce terme-là, je vais pouvoir le négliger. Et du coup, j'ai une première relation entre le niveau d'intensité et le niveau de pression. Ce qui veut dire que quand on manipule des niveaux sonores, finalement, si on parle de niveau d'intensité, c'est la même chose que de parler de niveau de pression, puisque les chiffres, les nombres sont équivalents. Donc de ce fait, le vocabulaire veut qu'on parle finalement de niveau sonore, tout simplement. C'est-à-dire que quand vous parlez de niveau sonore, peu importe en fait, vous avez le droit de parler de niveau de pression ou de niveau d'intensité, puisque les deux sont équivalents. Voilà, donc voilà notre première relation entre deux niveaux sonores. Vous devez être capable de refaire ça, d'accord? Histoire déjà de vous entraîner déjà sur les formulations à utiliser. Maintenant, on va regarder la même chose, mais du point de vue, cette fois-ci, de la puissance. Donc, on va réécrire le niveau de puissance. Donc, un niveau de puissance, donc le niveau de puissance acoustique, LW, la formulation est 10 fois le log de W sur une puissance de référence. Si on se place dans le cas d'une source qui rayonne des ondes sphériques, on a vu que quand on était placé à une certaine distance, que je notais grand R ici par rapport à la source, et qu'on se déplaçait du coup sur la surface de cette sphère, on avait des points qui vibraient en phase et qui obtenaient le même maximum au même moment. Ce qui veut dire qu'ils vont tous être caractérisés par la même intensité. De ce fait, la puissance de la source, donc une donnée qui est intrinsèque à la source, ça va correspondre à l'intensité multipliée par l'aire de la surface. Autrement dit, c'est 4pi fois r carré multiplié par l'intensité moyenne que l'on mesure en ce point. Donc on va pouvoir utiliser cette formulation-là pour exprimer W, la puissance, en fonction de I, et faire apparaître par développement de l'expression le niveau d'intensité. Donc si j'y vais doucement, je vais donc avoir W qui est égal à 4pi r carré multiplié par I de R, et le tout divisé par la puissance de référence. Alors, on voit que, comme on l'a fait tout à l'heure, qu'on va pouvoir diviser le rapport par l'intensité de référence pour faire apparaître le niveau d'intensité. On voit qu'il apparaît aussi un R carré. C'est-à-dire c'est la seule notion de distance finalement qu'il y a entre la source et puis l'endroit où on écoute l'onde finalement. Donc on va isoler aussi ce terme, et il va nous rester d'autres termes comme 4pi, la puissance de référence, l'intensité de référence, qu'on va regrouper dans un même terme. Donc du coup, on a 10 fois log de l'intensité, je ne remets pas le grand R, divisé par l'intensité de référence, plus 20 fois le log de grand R, puisque j'avais un log de R carré, qui vaut 20 fois le log de R, plus 10 fois le log. Alors on a divisé par l'intensité de référence, du coup on doit remultiplier par cette intensité. Il reste un 4 fois pi, et il nous reste une puissance de référence ici. Voilà, donc là on a nos 4 termes, et on voit que cette quantité-là, quand on fait l'application, ça vaut 11 décibels à peu près.
Donc on a le 20 fois le log de grand R. Et ça, c'est le niveau d'intensité. Donc là, vous avez une formulation du niveau de puissance en fonction du niveau d'intensité et en fonction de la séparation de la source qui est donnée par R. Alors, ça peut être intéressant de l'utiliser dans un autre sens, c'est-à-dire que vous connaissez le niveau de puissance de la source qui est donné par exemple par le constructeur et vous vous positionnez à une certaine distance R par rapport à la source. De ce fait, vous connaissez LW, vous connaissez R, mais vous voulez connaître LI. Du coup, vous allez pouvoir utiliser la formule LI qui est égale à LW moins 20 fois le log de R moins 11. Et on voit que dès lors que le niveau de puissance acoustique de la source, comme c'est une donnée intrinsèque, ben ça ne va pas bouger même si vous vous déplacez vous autour de la source. Par contre, ce qui va être modifié, c'est le R. Donc si vous vous éloignez de la source, vous augmentez la quantité R et du coup, vous enlevez encore plus de quantité 20 log de R. Donc vous diminuez le membre de droite, et ce qui tend à dire évidemment que le niveau sonore diminue. Ça veut dire que si R augmente, le niveau sonore, LI, va diminuer quand on s'éloigne de la source. Ok, donc là c'est pareil, c'est une formulation que vous ne devez pas connaître, évidemment, mais vous devez être capable de la retrouver avec le développement que j'ai utilisé auparavant et qui est basé quand même sur la présence d'une onde sphérique. Ok, très bien. Donc, on a ces relations-là que je viens de montrer, c'est-à-dire que LI est égal à peu près à LP, d'où la notion de niveau sonore plus que de niveau sonore de pression ou d'intensité. Et on a un lien entre le niveau d'intensité et le niveau de puissance qui est rappelé ici. Alors, dès lors qu'on a des sources qui sont caractérisées chacune par un certain niveau, imaginez par exemple vous vous placez au niveau d'une pièce et vous avez une enceinte qui est dans un coin et une autre enceinte qui est dans un autre coin. Et ces deux haut-parleurs sont caractérisés par des niveaux de puissance différents. Autrement dit, vous, quand vous êtes au milieu de la source, si vous faites fonctionner qu'une seule enceinte, vous allez percevoir un certain niveau acoustique. Si vous éteignez cette enceinte et que vous mettez en route l'autre, vous allez entendre un autre niveau acoustique. Donc on pourrait très bien appeler L1 le niveau acoustique perçu la première fois, le niveau L2 perçu la deuxième fois lorsque c'est l'enceinte numéro 2 qui a été mise en route. Alors maintenant, quand on met en route les deux sources sonores, est-ce qu'on a un niveau global qui vaut L1 plus L2? Eh bien ça, ce n'est pas le cas. Autrement dit, si vous avez deux haut-parleurs qui sont identiques, qui vont générer le même bruit, si en votre point, le premier haut-parleur génère un niveau de 70 décibels et le deuxième, le même niveau, les deux générant des bruits quand ils sont eux seuls présents, évidemment, et quand on met en route les deux haut-parleurs, eh ben, on n'a pas 70 décibels plus 70 décibels. Autrement dit, on n'a pas un niveau global qui est égal à 140 décibels. Okay, donc on ne peut pas additionner comme ça les niveaux. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est additionner des pressions efficaces, hein, puisqu'on a un phénomène d'onde. Du coup, ce n'est pas les pressions qui vont nous intéresser, ou alors on peut les additionner, mais dans ces cas-là, on a un calcul qui est assez laborieux. Dans ces cas-là, on va pouvoir additionner des pressions efficaces. Et on va voir que finalement, c'est une augmentation de 3 décibels qu'on va obtenir si on est en présence de deux sources qui rayonnent la même quantité de niveau sonore. Et on verra aussi qu'on a un phénomène de masquage. Là, je vous montre le cas d'une source qui rayonne à 70 décibels en un endroit, et quand vous l'éteignez cette source, vous en mettez une autre qui rayonne, elle, toujours au même endroit, 60 décibels. Quand vous mettez les deux en route, ben vous aurez l'impression que de n'entendre qu'une seule finalement. Ça tend à dire qu'il y a un bruit qui peut en masquer un autre. Et ça, c'est ce qu'on verra. On verra que quand des sources sonores génèrent des bruits qui ont des niveaux
supérieur à 10 décibels, ben finalement, il y a une source qui va en masquer une autre. Alors, maintenant, on va regarder finalement comment on va être capable d'additionner des bruits dès lors que l'on connaît les pressions efficaces de nos sources. Alors, le but là, c'est de montrer la relation pour additionner des niveaux. Donc, imaginez, vous êtes localisé ici, au point M, vous avez une source sonore 1 qui est ici, qui va générer un bruit. Et dès lors que c'est perçu par M, on va avoir un niveau L1. Vous mettez une deuxième source ici, qui, elle, va générer un bruit. Et si elle est seule, elle va générer un niveau L2. Et vous prenez une source I, qui, elle aussi, va générer un bruit. Et quand elle est seule à rayonner, vous avez un niveau Li comme ça qui est perçu. Et on va faire l'hypothèse que l'on a N sources sonores. Donc encore une fois, L1, L2, Li et Ln sont des niveaux sonores perçus par M lorsque chacune des sources rayonne seule. Le but étant maintenant de les faire rayonner ensemble et de pouvoir obtenir une formule qui permet de trouver le niveau total que l'on aurait au point M. Alors, comme on l'a vu avant, on n'a pas le droit d'additionner les niveaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire que le niveau total, c'est égal à la somme des niveaux. Non, ça, on n'a pas le droit de le faire. Ça ne marche pas. On atteindra des valeurs numériques qui seraient très élevées et qui ne seraient pas cohérentes finalement avec ce qu'on trouve habituellement. Par contre, ce qu'on a le droit de faire, c'est additionner des pressions efficaces, mais au carré. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire non plus que la pression efficace totale, c'est égal à la somme de chacune des pressions efficaces et FI, chacune des sommes des pressions efficaces I, et à partir de cette pression efficace au total, on serait capable ensuite d'estimer un niveau de pression. Non, ça on n'a pas le droit de le faire non plus. Ce qu'on doit faire, encore une fois, c'est additionner des pressions efficaces au carré. Voilà ce qu'on a le droit de faire. Quand je considère la pression efficace totale au carré, celle que je vais percevoir, du coup, celle qui va être créée par les n sources qui rayonnent, ça correspond à la somme de toutes les pressions efficaces au carré. Donc j'ai le droit d'additionner des carrés. Alors, pour obtenir le niveau de pression totale, quand on regarde le membre de gauche, il faudra le diviser par la pression efficace de référence au carré et prendre 10 fois le log de cette quantité-là. Donc c'est ce qu'on va faire. Du coup, on va diviser cette quantité-là donc par la pression de référence au carré. Et du coup, je vais devoir faire la même chose sur les autres. OK. Et ensuite, je vais prendre 10 fois le log de ce que j'ai à gauche. Ça va me déterminer le niveau de pression totale. Et ça va me permettre d'obtenir une formulation finalement pour obtenir une formulation dans laquelle il y a tous les niveaux qui interviennent. Du coup, c'est 10 fois le log de la pression efficace au carré, qui est égal, divisé par la pression de référence au carré, et ça c'est 10 fois le log finalement de la somme de la pression efficace I divisé par une pression de référence I qui va de 1 à N ici. Donc on a bien ici formulé un niveau total, je vais le noter comme ça, c'est un niveau de pression totale. Et en sachant que ce terme-là, ici, en fait, ça c'est 10 puissance le niveau Li divisé par 10. Alors quand on prend la définition d'un niveau sonore avec un log de base 10, eh ben, on voit cette formulation-là apparaître. Du coup, on va faire la somme de ces termes-là. Donc on va faire la somme, on va prendre 10 fois le log ici. Et donc là, vous avez
le niveau total qui peut être approché par cette formule-là. C'est-à-dire que vous, qu'est-ce que vous connaissez? Vous connaissez les différents L, L1, L2 jusqu'à Ln. Du coup, vous faites la somme des 10 puissance Li sur 10 et vous prenez 10 fois le log du résultat que vous avez trouvé et ça vous donne la puissance totale ici que vous allez percevoir dès lors que toutes ces sources fonctionnent. Ce travail-là, on peut le réaliser aussi avec des intensités, puisqu'on a droit d'additionner des intensités. Autrement dit, quand vous allez avoir l'intensité totale, lorsque toutes ces sources rayonnent, ça va être la somme, finalement, de ces intensités. Or, une intensité, on peut la relier, finalement, avec un 10 puissance log. Alors, avant de faire ça, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est diviser par l'intensité de référence. Et là, c'est pareil, je divise aussi par l'intensité de référence. Donc, du coup, ce que j'ai à gauche, ça correspond quasiment au niveau sonore d'intensité. Il faut que je prenne 10 fois le log de ce que j'ai à gauche pour obtenir Li. Du coup, je prends 10 fois le log de ce que j'ai à droite. Et ça, c'est la somme, donc de 1 jusqu'à n, de la quantité qui est encadrée ici. Donc, je dois sommer tout ça. Mais ça, je peux l'écrire aussi comme étant 10 puissance Li, donc le niveau I d'intensité, c'est-à-dire le niveau d'intensité de la source I divisé par 10. Donc je me retrouve avec 10 puissance Li, voilà, divisé par 10. Vous avez là une autre formulation qui vous permet d'additionner des niveaux d'intensité. Voilà, ça c'est une formule que l'on peut utiliser. Et par analogie, on peut obtenir aussi un niveau total. Donc là, je n'ai pas mis, j'ai oublié de mettre l'indice total. C'est lorsque toutes les sources rayonnent. Et là, je vais obtenir la même formulation. On va faire la somme sur les n sources de 10 puissance LWI sur 10. Voilà, vous avez encadré en rouge le niveau de pression totale qui a été obtenu donc à partir du niveau de pression individuel qui a été noté LI ici et qu'on pourrait noter LPI si on reprend la même convention de notation des autres. Et entouré en vert, vous avez la formulation qui vous permet de trouver le niveau d'intensité totale et le niveau de puissance totale de différentes sources. Voilà, donc vous devez être capable de retrouver ces formulations-là et puis évidemment, vous devez être capable de les utiliser. Alors, si on prend le cas de deux sources identiques, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, chacune va rayonner à un niveau que je note LP. D'accord, ça c'est le niveau sonore rayonné par chacune des sources lorsqu'elle rayonne seule. Donc si je veux obtenir le niveau total dans ces cas-là, ça va être 10 fois le log de 10 LP sur 10, qui correspond au niveau sonore finalement de la première source, plus 10 fois LP sur 10, correspondant à la deuxième. On voit bien ici qu'on utilise le même niveau de pression puisque les deux sources rayonnent de façon identique. Donc on a 10 fois le log de 2 fois 10 LP sur 10. Autrement dit, cette quantité-là, c'est 10 log de 10 puissance LP sur 10 plus 10 log de 2. Là, par simplification, on voit que le log de 10 puissance quelque chose, c'est ce qu'il y a sur la puissance. Du coup, on a 10 fois LP sur 10, et ça fait LP, le niveau sonore d'une seule source. Et le deuxième terme vaut 3. Ce qui veut dire que le niveau total ici a été rehaussé de 3 dB. Okay, donc si vous avez 4 sources identiques, vous pouvez très bien du coup additionner les niveaux sonores par 2. C'est-à-dire vous en prenez 2 et vous la remplacez par une source qui a un niveau sonore élevé de 3 décibels
par rapport à une de ces deux sources. Et si vous reprenez deux autres sources à côté, vous pouvez faire le même travail. Et du coup, vous remplacez ces 4 sources par 2 sources équivalentes. Et après, ces 2 sources-là, comme elles rayonnent le même niveau, vous pouvez de nouveau utiliser cette formulation d'ajout de 3 dB. C'est-à-dire qu'on a le droit d'ajouter de 3 dB dès lors qu'on a 2 sources identiques. Okay, donc dès lors que vous avez n sources identiques, il faut les regrouper par 2 à chaque fois et faire un petit travail d'addition pour obtenir le niveau total. Ok, très bien. Donc là, on a vu qu'on était dans l'incapacité d'ajouter des niveaux sonores. Par contre, ce qu'on est capable de faire, c'est ajouter des pressions efficaces au carré, des intensités et des puissances. En fait, on a le droit d'ajouter des notions qui sont liées à des énergies, hein, tout simplement. Donc là, vous retrouvez les formulations que je viens de vous indiquer et qu'on va pouvoir utiliser par la suite. Alors, c'est intéressant, mais c'est intéressant dès lors que l'on a une calculatrice avec soi ou alors un tableur type Excel. On a la possibilité d'ajouter des niveaux sonores entre eux, 2 par 2 encore une fois, à partir d'un graphique. Le graphique, vous le voyez en ce moment à l'écran. Et sur ce graphique, il est tracé en ordonnée L moins L1 et en abscisse L1 moins L2. C'est-à-dire que vous considérez une source 1 qui rayonne à un niveau sonore L1 en un endroit et une source 2 qui rayonne un niveau sonore L2 au même endroit quand elle est seule de nouveau. D'accord ? C'est-à-dire que les deux sources rayonnent seules à chaque fois. La première donne un niveau L1, la deuxième un niveau L2. Ce que vous voulez connaître, c'est quel va être le niveau global dès lors que ces deux sources vont rayonner ensemble. Et du coup, le graphique vous permet de considérer ici, d'évaluer l'augmentation du niveau sonore par rapport à la source la plus bruyante. C'est-à-dire que si on considère ici que la source 1 est celle qui génère le plus de bruit parmi les deux, du coup, le niveau L1 moins le niveau L2 va être positif, vu que L1 est supérieur à L2. Et le graphique va nous donner l'augmentation sonore par rapport à L1. Quel est le rehaussement du niveau, si vous voulez. Donc, je vais vous donner différents exemples ici. Et moi, ce que je vous propose, c'est que quand je vous affiche le petit calcul à réaliser, vous faites pause sur la vidéo, vous regardez vous mettez en place votre démarche pour estimer le niveau global, quelle est l'augmentation en tout cas du niveau sonore quand on a qu'une seule source. Donc voilà le premier exemple. On considère une source 1 qui rayonne à 86 décibels et une source 2 qui rayonne à 80 décibels. Quel va être le niveau global quand ces deux sources vont rayonner? Je vous laisse réfléchir. Alors ici, les deux sources ont des niveaux différents. La différence entre les deux sources est de 6 décibels. Donc on fait L1 moins L2, on trouve 6 décibels. Et d'après l'abscisse ici, quand on se prend 6 décibels, on voit qu'on a une augmentation de 1 décibel sur la source la plus bruyante étant la source 1. Donc on se retrouve avec L moins L1 qui est égal à 1 décibel. Autrement dit, le niveau global va être égal à 86 décibels, plus 1 décibel, ça fait 87 décibels. Voilà un autre exemple. Les deux sources rayonnent la même quantité d'énergie acoustique. Tout à l'heure, on a vu d'ailleurs que le niveau sonore était rehaussé de 3 décibels par rapport à l'une des deux sources. Donc essayez de retrouver cette augmentation de 3 décibels. Alors L1 moins L2 est égal à 0 décibels. D'après le graphique, ici, on a une augmentation de 3 décibels par rapport à la source la plus bruyante, qui est l'une ou l'autre. Donc on a 86 décibels plus 3 décibels, ça fait 89 décibels. Ok ? Alors maintenant, on va faire un dernier exemple. Une source qui rayonne à 86 décibels et l'autre qui rayonne à 76 décibels. Quel va être le niveau sonore total? Je vous laisse chercher. Ici, du coup, on a 10 décibels d'écart entre ces deux sources. D'après le graphique, vous voyez, quand on est au niveau de l'abscisse, on est ici, là, à 10 décibels, et on a une augmentation qui est inférieure à 0,5 dB. Ça veut donc dire que vous allez augmenter la source sonore la plus élevée de 0,5 dB à peu près, donc ça va faire 86
0,5 décibels. Or, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait avoir un écart de 1 décibel pour qu'on ait vraiment une oreille qui voit une différence en termes de niveau sonore. Ce qui veut dire que finalement, ici, le niveau sonore qu'on va trouver, c'est à peu près la source 1, hein, quand les deux sources vont rayonner. C'est-à-dire que l'écart entre les deux sources est trop important, et du coup, il y en a une qui l'emporte sur l'autre. Vous allez appliquer maintenant ceci dans le cas d'une source sonore qui rayonne à différentes fréquences. Donc un acousticien est chargé de caractériser le niveau global sonore d'une source acoustique et de façon objective. Si je prends le soin de vous dire de façon objective, c'est parce que dès lors qu'on va utiliser l'oreille, on le verra la prochaine fois, et bien finalement, on n'entend pas de la même façon en fonction des fréquences. Du coup, on est obligé d'utiliser un microphone qui, lui, mesure de façon objective les bruits. C'est-à-dire qu'il a la même sensibilité en basse fréquence, en moyenne fréquence et en haute fréquence. Donc, il est chargé d'estimer le niveau sonore global. Pour cela, il place un microphone à 1 mètre de la source et il mesure les niveaux sonores rassemblés dans le tableau 1 pour différentes fréquences, qui vont de 125 Hz à 4000 Hz. Pour chacune des fréquences, vous avez un niveau sonore. Et l'oreille, elle, va être capable de produire un niveau total au niveau du cerveau. Vous allez utiliser le graphique pour additionner les niveaux sonores et prévoir le niveau sonore global qui va être mesuré par le microphone. Alors, je vous laisse faire pause et puis ensuite venir vers la solution une fois que vous aurez trouvé de votre côté. Voilà, donc maintenant on va résoudre le problème qui nous a été donné de résoudre en utilisant le graphique qui est ici. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais vous présenter 2 méthodes très rapidement, mais vous avez plein de façons de faire. Vous pourrez très bien demander à plein de personnes d'utiliser différentes façons et vous aurez les mêmes solutions. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va additionner de proche en proche. Ça veut dire qu'on va considérer 95 décibels, 90, 84, 80, donc je réécris les niveaux ici. Ce que je note, c'est que bon, déjà le graphique me permet d'additionner que 2 sources entre elles, finalement, et la remplacer par une source équivalente qui a un niveau plus élevé, évidemment, et qui est donné par l'ordonnée ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà voir qu'on a 2 sources, enfin 2 fréquences qui rayonnent à au même niveau. Donc on va pouvoir remplacer ces 2 sources-là par une source équivalente qui a un niveau sonore qui est égal à 83 décibels, puisque la différence des deux est égale à 0, et d'après le graphique que j'ai ici, ça nous donne un rehaussement de 3 décibels. Du coup, on peut remplacer cette grandeur-là par 83, et puis reprendre celle que j'avais auparavant ici. Ok, très bien. Maintenant, ce que je peux faire, c'est considérer 83 et 81. On a 2 décibels d'écart. Donc je vais les souligner en vert pour dire que ce sont ces niveaux-là qui vont m'intéresser. Donc 83 moins 81, ça fait 2. Et d'après le tableau, d'après le graphique, on voit que la source la plus bruyante va rehausser, enfin le niveau sonore global peut être considéré comme étant la source la plus bruyante, rehaussée de 2 décibels. Donc on a 85 décibels ici, pour remplacer 83 et 81. Donc 84, je note les autres. Ensuite, on a les 2 dernières sources, 85 décibels pour la plus bruyante par rapport à 84. Ça nous fait donc 1 décibel de différence. La différence de 1 décibel nous donne un rehaussement de 2,5 décibels. Donc, c'est comme si on remplaçait ces 2 sources-là par une autre. Donc, je rajoute 2,5 décibels, ça fait 87,5 dB. Voilà, 95. Ensuite, quand on s'intéresse maintenant à 90 et 87,5, on a 2,5 décibels
d'écart. 2,5 décibels, ça nous donne à peu près ici. Donc on est à peu près vers là. 2, 3, 2,5. Donc on est en dessous de 2, on est à 1,75 à peu près. Donc je vais arrondir ça à 1,5 et du coup je vais pouvoir remplacer 90 par 91,5. Et puis ensuite, quand je considère donc les deux derniers qui me restent, 95 et 91,5, ça fait 3,5 d'écart. Donc on est à peu près ici et ça fait à peu près 1,5. Vous voyez, quand on a 3,5 en L1 moins L2, ça nous donne à peu près un rehaussement de 1,5. Donc finalement, ça me donne 96,5. Donc voilà la valeur que l'on va trouver finalement. Lorsque toutes ces fréquences rayonnent entre elles, eh bien, on a une sensation auditive globale de 96,5 décibels. Voilà. Alors une autre façon de faire, qui est un peu plus courte, c'est d'additionner finalement les deux premières dès le début. Si on additionne les deux premières dès le début, on a 5 décibels d'écart, c'est-à-dire qu'on est ici, 5 décibels d'écart. Vous voyez que ça nous donne une augmentation de 1,25. Donc on se retrouve ici avec 96,25 décibels. Ce que l'on note, c'est que les autres niveaux sont en dessous, et très fortement en dessous, puisqu'on a un écart qui est supérieur à 10 décibels. Ce qui veut dire que là, on a un effet de masquage, et finalement, ce sont ces deux sources-là, ces deux fréquences-là, qui risquent de masquer les autres, et on va obtenir un niveau global qui vaut 96,25. Alors vous allez me dire, ce n'est pas exactement la valeur qu'on a trouvée ici. En effet, on a 0,25 dB d'écart, c'est-à-dire en dessous de 1 décibel, donc ces deux niveaux sont équivalents. Okay, c'est vraiment comme ça qu'il faut percevoir les choses ici. Ok, très bien. Donc là, on a vu comment on était capable d'additionner des niveaux sonores à partir d'un graphique. Alors, on va, avant de faire quelques applications, je vais vous montrer quelques informations par rapport au niveau sonore. Tout d'abord, le seuil différentiel, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué plusieurs fois, c'est la plus petite variation dont l'oreille est sensible, et qui est égale à 1 décibel. Si vous prenez un niveau sonore et vous le rehaussez d'un niveau qui est inférieur à 1 décibel, l'oreille n'aura pas l'impression d'avoir eu une augmentation du niveau. Mais ça veut dire aussi que dès lors que vous n'augmentez mais que de 1 décibel, l'oreille n'a pas franchement la sensation d'avoir entendu quelque chose qui a évolué au niveau du niveau sonore. C'est-à-dire qu'il a noté qu'il y avait eu une variation au niveau du niveau sonore, mais c'est une variation qui n'est pas franche. Okay, c'est-à-dire qu'il a l'impression que le niveau a changé. C'est-à-dire que pour obtenir une différence de niveau notable, il faut qu'on ait une différence de 5 décibels. Okay, donc rehausser une source sonore de 5 décibels du point de vue de son niveau acoustique fait que l'oreille aura l'impression en effet que le niveau a changé. Alors ça c'est intéressant par exemple en musique, parce que quand on prend un orchestre, on a des sources sonores qui sont très faibles en intensité, comme les violons par exemple, et puis d'autres au contraire qui sont très puissants comme les cuivres, tous les instruments de percussion. Et d'ailleurs on remarque qu'ils ne sont pas au même nombre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de violons par exemple que de hautbois, parce que tout simplement ils n'ont pas les mêmes intensités et les mêmes niveaux sonores. Du coup, quand on regarde du point de vue de l'orchestre, le niveau le plus faible, ça va être à peu près 60 décibels, et le niveau le plus fort, ça va être 90 décibels. Okay, donc si on divise par ces 5 dB, qui est le niveau notable qu'on avait auparavant, ça va nous donner 6 niveaux finalement. Et ça va être un guide pour l'orchestre, ça veut dire qu'on va, en plus sur la portée, on va donner cette information de niveau. C'est-à-dire ça va du niveau pianissimo, qui va être à un niveau très faible, alors faible, non pas au niveau du rythme évidemment, mais au niveau de l'intensité sonore. C'est-à-dire qu'on imagine le violoniste qui va frotter un peu les cordes de son violon. Et au contraire,
À l'autre bout, on a le fortissimo. Donc là, on y va avec beaucoup d'entrain. Le but étant de faire le plus de bruit, évidemment, mais d'un point de vue harmonieux quand même. Après, on a la notion d'émergence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une émergence? C'est la différence de niveau sonore entre une source et un bruit de fond, qui est nécessaire pour qu'elle soit perceptible. Un bruit de fond, c'est quand vous habitez, par exemple, proche d'une voie de transport. Si je prends une autoroute, par exemple, avec un passage régulier de véhicules, vous allez avoir comme ça un niveau sonore qui va perdurer. Et il faut à tout prix qu'une autre source produise un bruit supérieur à 15 décibels pour que vous puissiez bien entendre cette source par rapport à ce niveau sonore. Alors, l'émergence, c'est quelque chose qui est utilisé quand on est amené à faire des mesures de bruit chez les particuliers lorsqu'il y a des plaintes, c'est-à-dire lorsqu'un acousticien est commandité par un tribunal pour faire des relevés sonores. Alors maintenant, on va faire quelques applications qui vont vous permettre de manipuler un peu ces notions de décibels. Donc voilà le premier exemple qu'on va traiter. Donc ça s'appelle First and Last Rows. Donc c'est un texte qui est en anglais, mais qui nous dit en gros que le premier et le dernier rang d'un public durant un concert sont localisés à 5 mètres et 45 mètres respectivement depuis la scène. Et quelle est la variation du niveau sonore entre ces deux rangs? Donc on a ici un orchestre, imaginez, qui a une certaine puissance acoustique, et vous avez des auditeurs qui sont placés pour les plus près à 5 mètres et pour les plus éloignés à 45 mètres. Et quelle est la différence de niveau sonore qu'il y a entre ces deux emplacements? Alors vous faites pause sur la vidéo, vous mettez en place votre démarche, et puis après, vous remettez en lecture, et moi je vous propose une solution. Donc on imagine, on a une scène, voilà, et puis des personnes qui chantent. On a un premier rang qui est placé à 5 mètres, ici, et on a un dernier rang qui est placé à 45 mètres. Voilà, ça c'est la distance que sépare en fait ces deux rangs-là est de 40 mètres, et on veut du coup se demander mais quelle est la différence de niveau sonore qu'il y a entre le premier rang et puis le dernier rang. Le premier rang du coup va percevoir un niveau L1 et le dernier rang va percevoir un niveau LN par exemple. Et du coup moi ce qui va m'intéresser ici de connaître, c'est L1 moins Ln, puisque de toute façon, L1 est supérieur à Ln. Quand on va s'éloigner ici de la scène, eh ben, la perception va diminuer. On va faire l'hypothèse que les ondes générées par la source sonore sont des ondes sphériques. Okay, donc on a des ondes sphériques générées. Ça, c'est intéressant parce que ça va nous permettre d'utiliser la relation qu'on a vue auparavant et qui dit que la puissance acoustique est égale à 4pi fois R carré multiplié par l'intensité moyenne en ce point-là. Ça, c'est parce qu'on a des ondes sphériques qu'on a le droit d'écrire ça. Ce qui veut dire que je peux très bien m'intéresser du coup à l'intensité sonore qu'il y a au point 1. Donc l'intensité acoustique en R1. Ça va être égal à quoi? Du coup, I1, je vais le noter comme ça, c'est égal à la puissance divisé par 4pi R1 au carré. Et quelle est l'intensité sonore en Rn? Rn étant la distance du dernier rang, qui est 45 mètres ici. In va être égal à W, la puissance divisée par 4pi Rn au carré. Et de ce fait, je vais pouvoir m'intéresser à L1 moins Ln directement,
puisque L1, c'est le niveau sonore. Le niveau sonore, c'est soit un niveau de pression, soit un niveau d'intensité. Donc j'ai le droit d'utiliser l'une ou l'autre des formulations. Je vais utiliser la formulation des intensités, puisque j'ai réussi ici à estimer l'intensité en R1 et en Rn. Donc ça me fait I1 qui est égal à W divisé par 4pi fois R1 au carré, et multiplié ici par l'intensité de référence, qu'il ne faut pas oublier, moins 10 log de l'intensité en Rn, donc 4pi R carré N, multiplié par l'intensité de référence. Ici, d'après les propriétés du log, je peux rassembler ces deux termes dans le même logarithmique, et ça va faire 10 fois le log de W divisé par 4pi R1 au carré fois l'intensité de référence, multiplié par l'inverse de ce terme-là, c'est-à-dire 4pi Rn au carré fois Iref divisé par oméga. Et de ce fait, on va avoir des simplifications au niveau d'oméga, d'oméga de W plutôt la puissance, 4pi et l'intensité de référence. Ce qui veut dire qu'il va rester 10 fois le log de Rn au carré divisé par R1 au carré. C'est-à-dire ça, c'est 20 fois le log de Rn, je vais essayer de mieux faire mes n, divisé par R1. Ok, donc ça nous permet de déterminer la variation de niveau, finalement, que je pourrais noter aussi delta L. Et quand je fais l'application de ça, je remplace Rn par 45 et R1 par 5, je trouve 19 décibels. Donc voilà finalement la différence de niveau sonore qu'il y a entre le premier et dernier rang dans le cas de l'exercice ici. Voilà. On aurait très bien pu utiliser une autre formulation. Donc là, je vais faire une autre résolution dans laquelle je vais utiliser les niveaux de puissance, puisque en fait, le niveau de puissance, c'est une donnée qui est intrinsèque à la source. C'est-à-dire qu'on soit placé au rang 1 ou au rang n, le dernier rang, la source est toujours la même. Donc c'est-à-dire que la source est caractérisée tout le temps par le même niveau. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser l'expression qu'on avait obtenue tout à l'heure, faisant intervenir les niveaux d'intensité et puis les distances à la source. Donc du coup, on a LW qui est égal à LI pour la première source. Donc je ne vais pas mettre le I, je vais uniquement mettre le 1 plus 10 fois le log de R1 au carré plus 11. Et ça, c'est aussi égal à L2 plus 10 fois le log de Rn, 10 fois le log de Rn au carré plus 11. Ça, c'est aussi égal à Ln plus 10 fois le log de Rn au carré plus 11. Et du coup, ça nous permet d'exprimer, comme tout à l'heure, L1 moins Ln. Donc, si on fait ça, on va retrouver 10 fois le log de Rn au carré sur R1 au carré. Voilà. Voilà, au carré pour les deux quantités. Et ça me donne évidemment la même chose qu'ici, 19 décibels. Ok, donc voilà pour la première application.
Donc voilà la deuxième application. On va parler du rendement d'un haut-parleur. Donc si on considère cette source comme étant une source générant des ondes sphériques avec une consommation de 1 watt et un rendement qui est égal à 1, d'abord déterminer le niveau sonore à 1 mètre de cette source. Et après, on nous dit que le niveau sonore réel à cette distance est égal à 90 décibels pour une consommation de 1 watt. Donc déterminer le rendement de cette source. Voilà, je vous laisse mettre en pause la vidéo et je résous ensuite le problème pour vous. Alors, on va résoudre donc le problème. Donc, on a une enceinte. On a donc une enceinte acoustique, voilà, qui va rayonner des ondes sphériques. Elle consomme une certaine puissance électrique et elle va rayonner, elle va être caractérisée en tout cas par une certaine puissance acoustique. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est finalement, quand on est localisé à 1 mètre, quel est le niveau sonore? Niveau sonore de pression ou d'intensité, on l'a vu, les deux étaient équivalents. Donc pour la première question, on fait l'hypothèse que la puissance électrique est égale à la puissance acoustique, puisqu'on nous dit que le rendement est égal à 1. Alors il s'agit d'un rendement ici qui est le rapport entre la puissance acoustique et la puissance électrique. C'est-à-dire qu'on consomme une certaine puissance électrique et la source est caractérisée, elle, par une certaine puissance acoustique. Donc on peut très bien imaginer qu'on va avoir des pertes et qu'on a un rendement qui est différent de 1. Mais pour cette question-là, on va faire l'hypothèse que le rendement est égal à 1. Comme on a affaire ici à une onde qui est sphérique, on va pouvoir remplacer la puissance acoustique par la formulation qu'on utilise régulièrement, qui est de dire que la puissance acoustique, c'est l'aire d'une surface, d'une sphère, qui a un rayon égal à grand R multiplié par l'intensité à cette distance-là. À partir de ça, du coup, on peut estimer un niveau sonore. Et ici, du coup, je prends le niveau d'intensité et non pas le niveau de pression, mais les deux sont équivalents. Et c'est 10 fois le log de l'intensité, qui vaut donc la puissance électrique, divisé par 4pi r carré, ici, mais r va être égal à 1, et le tout divisé par l'intensité de référence, qu'il ne faut pas oublier, évidemment. Donc du coup, quand je fais l'application ici, on a vu qu'on avait une consommation de 1 watt de la puissance électrique. La distance radiale est égale à 1 mètre, et puis l'intensité de référence est égale à 10 moins 12 watts par mètre carré. On va trouver un niveau sonore qui vaut 109 décibels. Ok, voilà ce qu'on trouve lorsqu'on fait la première question. Alors après, on nous dit, oui, mais en fait, le niveau sonore réel, il vaut en fait il vaut 90 décibels. Donc le niveau mesuré vaut 90 décibels. Et du coup, on nous demande de trouver, d'estimer le rendement. Alors le rendement ici, en fait, c'est la puissance acoustique divisée par la puissance électrique, sachant que la puissance électrique est égale à 1 watt ici. Donc il faut estimer la puissance acoustique. Pour connaître la puissance acoustique, on peut, encore une fois, utiliser le fait que la puissance, c'est 4pi r carré fois I, l'intensité moyenne, à cette distance grand R. Donc, si j'arrive à connaître l'intensité à 1 mètre, je pourrais estimer la puissance acoustique. Or, l'intensité à 1 mètre, je vais pouvoir la déterminer à partir de la mesure qui est ici, puisque cette quantité-là, en fait, représente 10 fois le log de l'intensité mesurée divisé par l'intensité de référence. Autrement dit,
l'intensité mesurée va être égale à l'intensité de référence multipliée par 10 puissance Li mesurée divisé par 10. Donc, c'est-à-dire que cette quantité-là, ça fait 10 moins 12 multiplié par 10 puissance 90 divisé par 2, ça fait 10 puissance 9. Ok, donc on trouve ici 10 moins 3 watts par mètre carré. Là, on a l'intensité à 1 mètre de la source qui rayonne des ondes sphériques. Donc, connaissant maintenant l'intensité, on va pouvoir remonter à la puissance acoustique, qui vaut donc 4 pi fois R, qui est égal à 1 au carré, multiplié par 10 moins 3. Et là, bon, on voit que le 1 au carré donne 1, 4 fois 3, 4 fois pi, pi c'est à peu près 3, ça fait à peu près 12, et quand on fait le calcul, du coup, on trouve 12,6, 10 moins 3 watts. Donc vous voyez qu'on est loin de consommer nos 1 watt finalement. Enfin, je veux dire, on a consommé 1 watt, on a une puissance acoustique qui est de 12,6 10 moins 3 watts, donc on est loin d'avoir un rendement qui est égal à 1. Hein, si on calcule le rendement, finalement, on va obtenir 12,6 10 puissance moins 3 est divisé par 1 watt. Ok ? Donc du coup, ça fait 12,6 10 moins 3. Et si je mets ça en pourcent, ça fait 12,6 multiplié par 10 moins 1. Et du coup, ça nous fait 0. Non, ça ne fait pas 0. Ça nous fait 1,26%. Voilà le rendement que l'on trouve. C'est-à-dire qu'on a un rendement ici qui est très très faible. C'est-à-dire qu'on apporte une puissance acoustique finalement, on apporte une puissance électrique qui est très très grande par rapport à la puissance acoustique qui va être dégagée par la source. Et ça caractérise de façon générale ce qui se passe du point de vue de l'acoustique. C'est-à-dire que vous avez des puissances mécaniques qui sont faramineuses parfois et qui vont permettre de mettre en mouvement, de mettre en vibration certains solides. Ces solides vont rayonner un champ acoustique et la puissance acoustique de cette source finalement va avoir une puissance très faible. Donc retenez que le rendement à chaque fois est très faible. Donc voilà le nouvel exemple à traiter. Donc on considère un chœur qui est composé de 6 chanteurs qui ont tous la même puissance acoustique d'1 milliwatt. Et on considère que le niveau sonore est trop bas lorsque les auditeurs sont placés à 50 mètres de la scène. Alors, il est soit possible de se rapprocher de cette scène, soit d'augmenter le nombre de chanteurs qu'il y a sur scène dès lors que l'on reste à la même distance de la scène. Et ce qu'on veut, c'est doubler la sensation sonore pour ces personnes qui sont situées initialement à 50 mètres. Alors, dans le premier cas, on va vous demander de calculer la nouvelle distance de ces personnes par rapport à la scène pour qu'il y ait un doublement de la sensation. Et dans le deuxième cas, on va vous demander de calculer le nombre de chanteurs qu'il faudrait mettre dans le chœur pour qu'on ait une sensation de doublement du niveau sonore dès lors que les personnes restent au même endroit. Et on considère qu'on a un doublement de la sensation sonore dès lors que le niveau acoustique est rehaussé de 10 décibels. Alors je vous laisse mettre en pause la vidéo. Et puis dès lors que vous avez fini, vous pouvez mettre en lecture la vidéo ou si au contraire vous n'arrivez pas à trouver la solution, dans ces cas-là, vous pourrez vous aider de ce que je vais vous proposer moi. Alors on va d'abord traiter la possibilité 1. La possibilité 1, c'est qu'on va se rapprocher de la scène. C'est-à-dire qu'on a une scène avec personnes qui chantent, un chœur, qui émettent des ondes sphériques, et on a une distance que je veux noter R2, qui est la position actuelle. Et pour cette position actuelle, on nous dit que le niveau sonore est trop faible.
Du coup, il va falloir rapprocher ces personnes-là à un niveau, à une distance radiale R1, de telle sorte que le niveau sonore soit rehaussé, et on nous dit même qu'il faut qu'il soit rehaussé de 10 décibels pour que les personnes aient l'impression d'un doublement de la sensation sonore. Ce qui veut dire que le niveau que j'ai en 1, c'est-à-dire en R1, que je vais noter L1, c'est égal au niveau sonore que j'ai en R2, que je note L2 plus 10 décibels. Voilà ce que je souhaite ici. Du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est m'intéresser à L1 moins L2. C'est une quantité qui est positive. Ça, on l'a vu dans l'autre exemple, on peut le relier aux distances par rapport aux sources, et c'est 20 fois le log du deuxième terme, donc R2, et divisé par la distance radiale du premier terme, divisé par R1. Et cette quantité-là doit être égale à 10 décibels. Ce qui veut dire que le log de R2 sur R1 doit être égal à 10 divisé par 20, c'est-à-dire 1,5. Donc du coup, R2 sur R1 doit être égal à 10 puissance 0,5. Ça, c'est égal à 3,16. Donc du coup, R1, c'est égal à R2 divisé par 3,16. On a vu dans l'exemple que R2 était égal à 50 mètres, donc on fait 50 divisé par 3,16, et ça donne 16 mètres. Ça veut dire qu'il faut être placé finalement au premier tiers de la distance initiale pour pouvoir avoir un doublement de la sensation sonore. Donc vous voyez que on aurait pu dire, pourquoi pas, un peu de façon naïve, que pour doubler la sensation sonore, il faut diviser la distance par 2. Ben non, ce n'est pas suffisant, il faut même la diviser par 3 pour obtenir un doublement de la sensation sonore. On va utiliser maintenant la possibilité 2, pour laquelle, cette fois-ci, on va augmenter le nombre de personnes sur scène. Donc initialement, on a 6 chanteurs, et ensuite, on va en rajouter d'autres pour en obtenir n en tout. Et le but étant de trouver la valeur de n. Donc là, le problème est différent puisque les personnes restent à 50 mètres finalement. Donc on va pouvoir calculer le niveau sonore dès lors qu'on a n personnes sur scène, qui va donc être égal au niveau sonore quand on a 6 personnes sur scène, plus 10 décibels. C'est ça qu'on souhaite. Donc ce qu'on va pouvoir écrire, c'est quand on a n personnes, Ln, ça doit être égal à L6 plus 10 décibels. Donc, quelle est l'intensité qui est rayonnée dès lors qu'on a n personnes? On va pouvoir utiliser la puissance acoustique de ces n personnes. Donc, on va dire en fait que là, on a 10 fois le log de la puissance acoustique avec n personnes, divisé par 4pi r carré 2 fois l'intensité de référence. Voilà. Et ça doit être égal à 10 fois le log de la puissance acoustique rayonnée par 6 personnes, divisé par 4pi r carré 2, on reste toujours au même endroit, divisé par l'intensité de référence, plus 10. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est regrouper les termes qui sont dans les logs, et du coup, ça me fait 10 fois le log de Wn sur W avec 6 chanteurs. Hein. Du coup, alors comment j'ai fait? J'ai mis 10 fois le log qui contient le W6 de l'autre côté. Donc j'ai 10 log de A moins 10 log de B. Donc c'est 10 fois log de A sur B. Et on a tous les 4pi r carré
indice 2 et YF qui se simplifient, et il me reste que des termes de puissance, et ça c'est égal à 10. Ça veut donc dire que le log de Wn sur W6 est égal à 1, et donc on a la puissance avec n personnes qui est égale à la puissance avec 6 personnes qui est égale en fait à 10 ici. Donc ça veut dire que si on imagine que quand on a chaque personne qui est caractérisée par une puissance acoustique, il y a 6 personnes qui sont caractérisées finalement par 6 fois cette puissance-là. Donc ça veut dire que là, on a n fois la puissance d'une personne, et là, on a 6 fois la puissance d'une personne. Donc on a n sur 6 ici. Ce qui nous fait dire que n est égal à 6 fois 10, il faudrait 60 chanteurs. 60 chanteurs dans le chœur pour que les personnes placées à 50 mètres aient la sensation d'avoir un niveau sonore qui a été doublé ici. Voilà, donc encore une application finalement des niveaux sonores. On va maintenant faire une autre application. Alors la dernière application qu'on va traiter, c'est celui d'un discours. C'est-à-dire qu'on a un orateur qui prononce un discours et vous voulez l'enregistrer. Et comme vous êtes gêné par la foule, eh ben, vous ne pouvez pas vous approcher à moins de 5 mètres. Et dans l'objectif d'avoir plus de proximité, ce que vous faites, c'est que vous tendez le bras, ce qui vous fait gagner 1 mètre finalement vers l'avant pour le microphone. Donc on vous demande ici de répondre à plusieurs questions. C'est combien de dB finalement gagnez-vous en tendant le bras si vous êtes localisé vous-même à 5 mètres? Et la même question si vous êtes vous-même localisé à 12 mètres. Et finalement, la troisième question vise à déterminer la distance limite au-delà de laquelle l'augmentation de niveau sonore obtenue en tendant le bras n'est plus perceptible finalement. Donc je vous laisse répondre à ces questions. Et puis, donc pour ça, vous faites pause encore une fois. Et soit vous n'arrivez pas à résoudre la question, soit vous avez terminé. Et dans ces cas-là, vous remettez en route la vidéo. Alors, on va donc résoudre le problème lié au discours. Donc, il faut bien imaginer qu'il y a une personne qui veut enregistrer en fait une source sonore qui est là. Donc, ça peut être quelqu'un qui, justement, c'est quelqu'un qui fait un discours. Et vous avez finalement la possibilité de tendre le bras et vous avez un microphone qui est placé là. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes placé ici, vous êtes placé là, et là, vous gagnez 1 mètre, ici. Donc, la première question, c'est dès lors que vous êtes placé à 5 mètres ici, et votre microphone est placé à 5 mètres, vous gagnez combien de décibels à tendre le bras? C'est un peu ça l'objectif. Donc là, on va réutiliser la même formulation que celle qu'on avait utilisée auparavant, c'est-à-dire qu'on va considérer cette distance comme étant R1 et celle-ci comme étant R2. Et du coup, l'augmentation du niveau sonore qui va m'intéresser, c'est L en R1 moins L en R2. Et ça, c'est égal, on l'a vu tout à l'heure, c'est 20 log de R2 sur R1. Donc si on est placé à 5 mètres, nous, c'est-à-dire que le microphone est placé à 4 mètres. Donc la première application, finalement, ça va être L de 4 moins L de 5, pardon, il manque un L ici, qui est égal à 20 log de 5 sur 4. Et ça, c'est égal à peu près à 2 décibels. C'est-à-dire que quand vous êtes placé à 5 mètres et que vous tendez votre bras en faisant gagner 1 mètre au microphone, eh ben, ce microphone mesure un bruit qui est 2 décibels au-dessus de ce que vous auriez pu enregistrer
en ne tendant pas le bras. Maintenant, la deuxième question, c'est si cette fois-ci, on est localisé, nous, à 12 mètres. Donc le microphone est à 11 et nous, on est à 12 mètres. Donc du coup, la formulation, c'est toujours la même, évidemment. Et du coup, ça nous fait 20 log de 12 sur 11. Et ça fait à peu près 0,8 décibels. Ça veut donc dire que finalement, vous ne gagnez pas grand-chose quand vous êtes à 12 mètres. On a vu qu'il fallait que dès lors qu'on avait une augmentation du bruit qui était inférieure à 1 décibel, finalement, ça ne changeait pas du tout la donne. Donc ça veut dire que quand vous êtes placé à 12 mètres, ça ne sert à rien de tendre le bras. Par contre, quand vous êtes à 5 mètres, ça vaut vraiment le coup. Donc il doit y avoir une distance critique à partir de laquelle, finalement, ça ne sert plus à rien de tendre le bras. Donc c'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc on va calculer la distance R. Ça va être notre distance critique, à partir de laquelle ça ne sert plus à rien d'augmenter le bras. Donc on a vu d'après les formulations qu'on avait L de R-1 moins L en R, et ça c'est égal à 20 log de R sur R-1. Ce que l'on veut, c'est que la différence de niveau soit supérieure à 1 décibel. Ça, c'est l'exigence du problème. Autrement dit, il faut que 20 fois le log de R sur R-1 soit supérieur ou égal à 1. Donc le logarithme ici de R sur R-1 soit supérieur à 1/20. Donc R sur R-1 doit être supérieur ou égal à 10 puissance 1/20. Ce que je vais faire, c'est que je vais décomposer, je vais faire passer je pourrais faire passer le R-1 de l'autre côté, c'est-à-dire tout multiplier par R-1, ce qui va me permettre après de distribuer 10 puissance 1/20 à R-1. Donc on va avoir un R à gauche qui sera tout seul et un autre R ici qui sera multiplié par 10 puissance 1/20. Du coup, je vais avoir R facteur de 1 moins 10 puissance 1/20 qui doit être supérieur ou égal. Alors on avait multiplié par R-1, donc on se retrouve avec moins 1 multiplié par 10 puissance 1/20. 1/20 ici. Ok, donc ce qui veut dire que R doit être inférieur ou égal à 10 puissance 1/20 divisé par 10 puissance 1/20 moins 1, d'après les propriétés des inégalités. Et ça, c'est égal à 9,2 mètres, ici. Ça veut donc dire que quand on a notre source acoustique qui est là, voilà, et qu'on est situé à une certaine distance par rapport à cette source, et bien quand on est dans cette zone-ci, c'est-à-dire quand on a une distance inférieure à 9,2 mètres, et bien là, ça vaut le coup de tendre le bras pour gagner 1 mètre du coup à votre microphone. L'augmentation du coup du niveau sonore perçu par le microphone sera supérieure à 1 décibel, alors que quand vous êtes placé à une distance qui est supérieure à 9,2 mètres, et bien finalement, ça ne sert à rien de tendre le bras. Donc ça veut vous dire aussi que vous, quand vous êtes dans un concert en plein air, si vous êtes assez loin de la source, finalement, ce n'est pas la peine de vous rabattre de 3-4 mètres. Vous n'allez pas gagner grand-chose en niveau sonore. Par contre, si vous êtes relativement proche de la scène, là, ça vaut le coup de bousculer tout le monde et puis d'être plus près de la scène. Voilà, donc voilà une application, ça va être la dernière, qui permet de manipuler
les niveaux sonores. Donc, encore une fois, travailler en mode évaluation, hein, c'est-à-dire que cacher les réponses et puis essayer de faire par vous-même les résolutions. Il n'y a que comme ça que vous arriverez finalement à voir si vous avez tout compris, enfin en tout cas si vous avez compris l'essentiel au niveau du cours. Voilà, ça termine la session numéro 4 du cours d'acoustique. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.